bonsoir à tous. Il est 18h30. Nous allons pouvoir commencer. Je vois que David Collomb est déjà en train de sourire. Et oui, on commence à l'heure. Alors, donc bonsoir à tous, à toutes et à tous, pour cette bienvenue pour cette conférence virtuelle dédiée au dernier ouvrage de David Collomb, qui s'intitule La guerre de l'information, les États à la conquête de nos esprits. Alors, ce n'est pas la première fois que David Collomb traite de ce genre de sujet. Il est chercheur au Centre d'histoire de Sciences Po. Il enseigne l'histoire de la communication, des médias et de la propagande. Et il a déjà écrit un certain nombre d'ouvrages sur des thématiques proches. Et cet ouvrage, en fait, achève un gros cycle de travail. Pour vous avoir suivi sur les réseaux sociaux, je sais tout l'effort, toutes les étapes qui ont amené à ce livre. Et je sais qu'il vraiment, il est un point de maturation important dans vos recherches et c'est pour ça que je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour en discuter avec vous tout simplement. Alors pour les personnes qui participent peut-être pour la première fois à cette conférence Zoom, la conférence est enregistrée. Elle sera ensuite diffusée sur la chaîne YouTube de notre association en accès libre. Vous avez la possibilité durant le temps de la conférence de poser des questions dans la boîte de chat que vous avez tout en bas de votre barre des tâches. Ces questions ne peuvent être posées qu'aux intervenants, enfin qu'à l'organisation, à l'association, donc à moi-même, à David Collomb et également aux personnes présentes et qui représentent l'association et qui vont gérer les aspects techniques durant la conférence. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y aura de toute façon un temps à la fin qui est prévu pour que vous puissiez poser directement les quelques points qui n'auraient pas fait l'objet d'un éclaircissement de la part de David Collomb. Sachant que moi-même, au fur et à mesure, en lisant vos questions, je pourrais aussi adapter mon questionnement. Une trame a été prévue, mais bon, c'est un essai libre. Il faut aussi laisser David Collomb répondre avec spontanéité, tout comme moi, je suivrai le fil du mieux possible et par rapport aux questions que vous me poserez. Donc, on va pouvoir commencer. En lisant votre ouvrage, il y a une chose qui m'a vraiment frappée, c'est combien il apparaissait difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver un sujet d'information, un moment, un canal qui soit exempt de cette guerre de l'information que vous décrivez. Et donc, ma première question est la suivante. Est-ce qu'il y a encore un domaine qui est épargné? Est-ce qu'on peut ouvrir un journal, trouver un thème qui puisse nous préserver de cette guerre de l'information? Et puis, c'est une deuxième question. Si vous pouvez nous préciser ce qu'est la guerre de l'information, notamment pour les personnes qui découvriraient ce thème avec nous ce soir. Merci, David Collomb. Merci Déborah, je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation, vous dire que je suis très heureux d'être ici, et que je suis très heureux d'échanger avec les collègues sur ce sujet, pas simplement parce que j'ai écrit ce livre, mais parce que ce sujet est un sujet qui nous concerne tous en tant que citoyens, en tant qu'enseignants, en tant que parents. Et sans être d'emblée pessimiste, je dirais que à votre première question, il est devenu pratiquement impossible d'échapper à la guerre de l'information dès lors que nous n'avons plus de médias proprement intègres, c'est-à-dire qui échappent, à travers notamment des logiques publicitaires, à l'insertion de contenus qui relèvent soit de la diplomatie publique, soit de la communication stratégique, soit de communication manipulatoire, voire désinformatrice. Ça, c'est un point qui me paraît essentiel. Ce que je désigne par la guerre de l'information, c'est le recours à l'information à des fins de contrôle de l'adversaire. Et c'est la caractéristique même de la guerre que le contrôle, mais le contrôle se fait traditionnellement par la menace du recours aux armes ou par le recours aux armes, tandis que là, l'arme dont il est question est l'arme informationnelle, qui n'intervient plus seulement en appui ou en soutien des opérations militaires, mais qui devient un élément à part entière de la conflictualité entre les États, depuis que des médias transnationaux ont vu le jour, c'est-à-dire depuis l'avènement des télévisions par satellite, depuis l'avènement d'Internet, depuis l'avènement plus largement du numérique, qui, selon moi, ont bousculé les rapports de puissance
en permettant à de petites puissances d'exercer une influence bien au-delà de leur capacité militaire ou économique. Citons la Corée du Nord, qui est un acteur majeur de la cyberguerre, alors que la Corée du Nord ne représente rien sur le plan économique ou sur le plan diplomatique, et qui permet aussi à des acteurs non étatiques de peser sur les affaires du monde et parfois de remporter des batailles informationnelles d'ampleur à l'échelle globale qu'elle serait bien incapable de remporter sur le terrain militaire. Voilà pour cette réponse à ces deux premières questions et je suis à votre disposition pour compléter si vous le jugez utile. Oui, j'aurais aimé, par rapport à ce que vous avez dit à la toute fin, sur le fait que cette arme informationnelle permet de bouleverser quelques équilibres bien établis. Vous faisiez mention de petits États. Est-ce que vous pourriez préciser pour les acteurs non étatiques à quoi vous faites référence? Ben, dans mon livre, je raconte que les premiers, le premier acteur non étatique à avoir eu recours à, à des médias internationaux pour faire valoir son point de vue après la guerre froide, ça a été les zapatistes. J'ai souvenir comme étudiant à Sciences Po, nous étions en janvier 1995, nous faisions une manifestation et une occupation des locaux de Sciences Po parce que la direction de l'époque voulait supprimer les bourses sur critères sociaux, enfin, le complément de bourse de Sciences Po sur critères sociaux pour le remplacer par des prêts de la BNP à taux zéro. Et nous avions reçu un fax du commandant Marcos, du sous-commandant Marcos. C'est-à-dire que le sous-commandant Marcos trollait, il n'y a pas d'autre terme, tous les mouvements sociaux de la planète en interpellant n'importe quel manifestant sur le fait qu'au Chiapas, il se passait des choses. Ils ont su porter sur la scène mondiale leurs revendications, ils ont su faire échec à la répression militaire dont ils avaient fait l'objet de la part du gouvernement mexicain, qui, devant les pressions internationales et notamment les pressions américaines, a dû renoncer purement et simplement à la répression qu'il avait engagée de façon extrêmement brutale et sanglante à l'encontre de ces militants zapatistes dans la forêt du Chiapas. Et ce n'est pas la dernière fois que Internet a été un levier de conflictualité informationnelle dont l'enjeu était à l'époque l'opinion publique mondiale et la pression que l'opinion publique mondiale pouvait exercer sur votre adversaire, en l'espèce l'État. Je vous remercie. Par rapport aux usages de cette arme informationnelle, est-ce que vous pourriez décrire différents types d'opérations, de coûts que peut porter cette arme avec des exemples récents, alors si possible dans les programmes scolaires. Je ne sais pas si vous connaissez nos programmes de première en AGGSP notamment, où il est question beaucoup des médias. Mais ceci dit, on écoutera et on prendra tous vos exemples. Non, malheureusement, vous savez, je suis auteur de manuels scolaires, mais Et c'est le tronc commun de mémoire. et je fais partie de ces directeurs de collection qui ne se sont pas sentis la force de faire à la fois le tronc commun et la GGSP. Et donc, à regret, j'ai dû renoncer à la GGSP. En revanche, je vous dirais que ce qui s'est révélé déterminant, c'est le fait que le numérique a bousculé du tout au tout le rapport à l'information. Vous prenez un acteur majeur tel que la NSA, l'agence chargée de la collecte d'informations électromagnétiques, qui, pendant la guerre froide, captait passivement des électrons, essayait de se placer dans le faisceau des micro-ondes pour capter ces micro-ondes. Euh, une fois que le numérique était devenu, il en allait tout à fait différemment de la mission de la NSA. Elle pouvait pénétrer les serveurs de l'adversaire. Elle pouvait traiter l'information non plus en flux, mais en stock. Elle pouvait donc faire de la collecte massive de données. Elle pouvait aussi perturber les systèmes d'information de l'adversaire. Elle pouvait diffuser de la désinformation, voire détruire les systèmes. Et c'est ce que l'on a vu, par exemple, lorsque la NSA, la CIA et le Mossad, en 2010, ont mis en œuvre l'opération Jeux Olympiques qui avait pour cible l'Iran, ou plus exactement l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz, qui était une usine souterraine où des systèmes informationnels Siemens ont été ciblés pour détruire et ralentir ce programme. Le but de cette opération était un but psychologique. Il s'agissait de faire douter les Iraniens de leur programme nucléaire, de la qualité de leurs machines ou de la qualité de leurs ingénieurs, et de contraindre l'Iran à venir à la table de négociation, ce qui s'est fait. Mais en même temps, c'est une boîte de Pandore qui s'est ouverte et qui a conduit depuis lors, c'est-à-dire maintenant depuis une dizaine d'années, à une cyberguerre mondiale
dont non seulement tous les grands États, mais pratiquement tous les États du monde sont des acteurs dans la mesure où cette cyberguerre est désormais pratiquement à la portée de quiconque. Ça, c'est un premier exemple, c'est-à-dire que le terrain cyber est un terrain majeur d'affrontement entre les puissances depuis les années 1990. Le deuxième terrain majeur est le terrain des médias, c'est-à-dire que les médias sont un théâtre de la guerre de l'information dans la mesure où la chaîne de production de l'information est quelque chose de très aisément instrumentalisable par un acteur malveillant ou un propagandiste étatique qui s'appuie sur le rythme exponentiel de la chaîne de production de l'information pour y glisser de la mésinformation ou de la désinformation. Concrètement, euh, j'ai été interrogé ce matin, non hier, par un journaliste à propos de cette histoire des 40 bébés. Vous savez, les 40 bébés du 7 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez une correspondante d'I24 News, la chaîne d'information en continu, qui était dans le sud d'Israël, qui devait rendre compte de ce qui se passait et qui devait alimenter la chaîne de production de sa télévision d'information en temps réel. Et donc, elle était tributaire des informations qu'elle pouvait glaner sur le terrain. Donc, elle interpellait des gens pour leur demander ce qui se passait, ce qu'ils avaient vu, est-ce qu'ils avaient vu des victimes. Et puis, elle s'est fiée à une seule source qui lui a parlé de ces 40 bébés décapités. Et c'est ce que l'on appelait à l'époque de la guerre du Golfe le syndrome de l'envoyé spécial. C'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement plus d'informations que vous ou moi, qui est tributaire des sources à sa portée, notamment les sources dans lesquelles il a confiance. Je crois qu'en l'espèce, elle a fait confiance à un commandant de Tsahal, enfin c'est ce qu'elle a dit, et qui n'a pas le temps ni même la possibilité de recouper l'information. Elle n'allait pas faire le tour de la morgue pour compter les bébés et puis voir l'état des corps. C'était pas possible. Donc, on est là dans l'instrumentalisation. Je ne dis pas qu'il y a eu instrumentalisation malveillante. Je ne sais pas si c'est du mauvais journalisme ou si c'est une tentative de désinformation de la part de ce commandant de Tsahal. Mais force est de constater que c'est une instrumentalisation de la chaîne de production d'information. De la même façon que le Hamas a instrumentalisé le 17 octobre la chaîne de production d'information en lançant un communiqué signé par le ministère de la Santé attribuant à Israël une frappe sur l'hôpital, en indiquant un nombre de victimes, alors même que on commençait à peine à les compter, lequel communiqué a fait le tour du monde avant que Tsahal ait pu diffuser son propre communiqué, et avant surtout que les journalistes de vérification aient pu débuter leur travail de vérification. Parce que dans la guerre de l'information, la perception primera toujours la réalité. Il s'agit d'agir sur les perceptions. Et dans cet espace de 3 heures entre le communiqué du Hamas et le communiqué de Tsahal, enfin du bureau du porte-parole de Tsahal, la nouvelle non seulement avait fait le tour du monde, mais avait produit des effets dans le monde réel. Des manifestations, des actes antisémites, l'annulation d'une rencontre diplomatique en Jordanie. Ce sont des effets extrêmement réels qui ont été le produit d'une instrumentalisation de la chaîne de production et d'une indifférence aux faits, au fond, parce que le Hamas n'avait pas davantage de connaissances que nous de la situation réelle du nombre de victimes sur le terrain au moment où le communiqué a été publié. Troisième théâtre d'information, les médias sociaux. Et le grand tournant a été 2007 avec l'avènement du smartphone, qui coïncide avec l'avènement de médias sociaux reposant sur une base publicitaire. C'est l'introduction des modèles publicitaires par Facebook en 2007. Lequel modèle publicitaire a permis aisément l'amplification de contenu par des acteurs bienveillants, malveillants, et a permis aussi le micro-ciblage des internautes. Et les médias sociaux ont pu être utilisés par des dissidents pour contester un ordre politique établi, mais ils ont très vite été instrumentalisés par les régimes autoritaires pour chasser leurs propres opposants, et ensuite pour contester l'hégémonie informationnelle de leurs adversaires et lancer des opérations dans les pays occidentaux, notamment en Angleterre ou aux États-Unis. Pardon pour cette réponse très longue. Non, Mais mais pourrait c'est très donner beaucoup intéressant. Et puis, on voit bien finalement les trois pieds, parce que là, j'ai raconté, on est à trois grands pôles.
en vous écoutant, hein, les petits, les grands, les grandes puissances, les petites puissances, tout voisine. On a l'impression que même la notion de classement, de hiérarchie des puissances, cette notion-là disparaît. Parce que dans votre ouvrage, en fait, vous commencez par évoquer cette avance américaine et ensuite les résistances et les rattrapages venant d'autres puissances. Et j'aimerais savoir si aujourd'hui, parce que si on faisait un bilan, est-ce que c'est impensable de faire un classement des puissances? Est-ce qu'il y a des gagnants actuellement dans cette guerre? Est-ce qu'il y a des perdants? Est-ce qu'on peut quand même avoir un petit peu plus clair Oui. dans les différents belligérants? Oui, on peut partir du constat que à la fin de la guerre froide, les États-Unis dominent très largement l'espace informationnel mondial. Ils le font à travers leurs agences de presse, leurs deux grandes agences de presse, deux sur les quatre grandes agences de presse mondiales, qui sont alors des agences de presse exclusivement occidentales. Ils le font à travers CNN, ils le font à travers leurs innombrables relais d'influence qui sont le produit des années de guerre froide. Et cette domination informationnelle est non seulement le résultat d'un état de fait, mais d'une volonté délibérée, puisque les États-Unis considèrent que la domination de l'espace informationnel, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan civil, est la meilleure garantie de la paix, d'une paix américaine, la meilleure garantie aussi de la défense et de la promotion des intérêts des États-Unis dans le monde. En diffusant le free flow of information, le libre marché de l'information, en encourageant la diffusion de médias libres dans le monde, les États-Unis espèrent encourager leur propre modèle, leurs propres médias, leurs propres entreprises, leurs propres technologies et bien évidemment leur influence à l'échelle globale. Ce qui est déterminant à cette époque-là, c'est qu'un certain nombre d'États ont perçu cette volonté hégémonique des États-Unis comme une menace existentielle pour eux. C'est le cas de la Chine. Jiang Zemin, dès 1993, déclare devant des cadres du renseignement que les États-Unis mènent une guerre sans fumée contre la Chine avec le but de faire s'effondrer le régime socialiste. C'est le cas de la Russie, où les services de renseignement sont sortis indemnes de la fin de la guerre froide. Le Parti communiste n'existe plus, mais le KGB continue d'exister sous le nom de FSB et de SVR, tandis que le renseignement militaire russe est intact depuis sa création en 1918. Ils ont toujours le même ennemi, ils ont toujours les mêmes personnels, ils ont des moyens qui sont très importants parce que le premier directorat du KGB a détourné l'argent du Parti communiste à la fin de la guerre froide, avec l'accord du Parti communiste qui voulait mettre cet argent à l'abri offshore. Et une fois que le Parti communiste a disparu, ceux qui avaient les comptes, la main sur les comptes, ont récupéré cet argent, soit pour eux, soit pour des opérations d'influence, soit pour financer leurs activités. On parle de plusieurs milliards de dollars actuels qui auraient été détournés à cette période. Donc c'est une somme absolument considérable. Et ensuite, cette perception d'une menace occidentale a été accentuée par l'attitude d'un certain nombre de dirigeants occidentaux, à commencer par les présidents des États-Unis. Je raconte dans le livre cette scène absolument extraordinaire de Bill Clinton qui sera en Chine en 1998, qui fait le tour des villages, puis fait un discours devant des étudiants en présence des plus hautes autorités du Parti communiste chinois et qui dit en substance: voilà ce que j'ai vu dans les villages, c'est l'information circuler librement, c'est les fax, c'est les téléphones, et tout cela encourage un esprit de liberté. J'ai vu des gens s'organiser, vouloir créer des associations, des syndicats, élire leurs propres dirigeants locaux, etc. Vous imaginez la tête des dirigeants du Parti communiste quand ils entendent ça. Et Bill Clinton, dans l'avion du retour, confie aux journalistes du New York Times qui l'accompagnaient qu'il était persuadé que l'information globalisée allait faire s'effondrer le régime communiste. Et le régime communiste était conscient de la menace. Ce qui, en retour, et je vais finir de répondre à votre question, promis Déborah, ce qui, en retour, a conduit ces acteurs, d'abord, à se protéger de l'hégémonie américaine en matière informationnelle, c'est-à-dire à protéger leur espace informationnel des ingérences étrangères, à se doter à leur tour des outils de la puissance à l'ère informationnelle, tels que le soft power. Et tout à fait symptomatique que la Chine puis la Russie se sont réappropriés le soft power. Makaya Silla en russe et Ruan Chili, je crois, en chinois. D'abord en chinois en 1993, puis en russe, je crois, vers les années 2012-2013. Et se sont dotés aussi d'équipes de cyberguerriers, se sont dotés de moyens des services de renseignement qui sont absolument considérables. Ces États ont été suivis par d'autres qui ont partagé cette volonté de remise en cause de l'hégémonie informationnelle américaine. Il y a d'abord
des pays qui contestent cette domination occidentale de l'information depuis très longtemps. Les pays non alignés de la guerre froide. Il y a le Brésil, il y a aussi l'Inde, il y a bien sûr l'Iran, il y a la Corée du Nord. Et si maintenant je voulais vraiment répondre à votre question, quelles sont les puissances montantes aujourd'hui? Il y a un documentaire qui se prépare, qui promet d'être absolument extraordinaire, qui devrait sortir au printemps sur Arte, qui met en avant un nouveau pacte d'acier qui s'appelle Triangle de fer. C'est la Russie, la Chine, l'Iran. C'est le triangle de fer, c'est-à-dire des partenaires qui ne sont pas des partenaires exclusivement dans la sphère informationnelle, qu'ils sont aussi dans le domaine militaire, dans le domaine de la coopération nucléaire et dans bien des aspects. Et autour de ce triangle de fer, on retrouve aussi des pays qui sont quelque part des pays vassaux des pays en question. La Corée du Nord est le vassal de la Chine, dépendant dans le domaine informationnel des accès à Internet que lui procure la Chine. Les Alaouites en Syrie, et donc Bachar el-Assad est le vassal de l'Iran et aussi de la Russie, ça tombe bien. Et je ne prends que ces exemples. On peut citer aussi, bien évidemment, des organisations telles que le Hezbollah ou la Hamas ou bien d'autres. Je dois ajouter le Qatar, qui fait un peu jeu à part dans ce triangle, mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une reconfiguration globale de l'espace informationnel. C'est-à-dire que l'hégémonie américaine n'est plus simplement contestée dans les discours, elle est contestée dans les actes, elle est contestée dans les faits. Je rapporte dans le livre que la Chine et la Russie ont conclu un pacte de non-agression cybernétique en 2015. Ce pacte de non-agression s'est accompagné d'investissements communs dans des infrastructures numériques, c'est-à-dire des câbles de fibre optique sur des milliers de kilomètres dans les routes numériques de la soie, mais également des serveurs en Sibérie méridionale, dans des anciens camps du Goulag, à proximité de barrages hydroélectriques, donc il fait froid, on entretient les serveurs sans difficulté, et l'objectif est de s'émanciper totalement de l'environnement informationnel numérique occidental, d'être en quelque sorte en autarcie informationnelle pour protéger sa population et en même temps permettre des opérations d'ingérence offensive dans les pays occidentaux afin de les faire s'effondrer un à un. D'accord. Alors, en vous écoutant, je pense que nos auditeurs ont une idée de l'ampleur des recherches que vous avez menées, ampleur géographique, ampleur historique aussi. Et donc, ma question va maintenant être une question plus pratique. Comment travaille un chercheur de la guerre de l'information? Quelle méthode avez-vous mise au point? Quelles sont vos sources? Quelle est votre méthode, votre savoir-faire? Nous attendons votre recette. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de recette, ni que ma méthode ait une valeur supérieure à toute autre. En revanche, il y a un fait qui est que pour étudier l'histoire de la propagande, j'ai dû euh, oublier que j'étais historien et m'essayer à d'autres disciplines. Parce que les propagandistes euh, ont une conception de l'art de la propagande qui est celui d'une science appliquée. Ils ne sont pas nécessairement très, comment dire, très éduqués, mais ils s'emploient toujours à tirer bénéfice des progrès des sciences et des techniques au service d'objectifs pratiques dans le cadre de leurs opérations d'information. Et ça m'a donc conduit à lire énormément d'ouvrages de sciences cognitives, d'ouvrages de physique, d'ouvrages de mathématiques, d'ouvrages de statistiques. Ça m'a conduit à côtoyer énormément de psychologues. Et à vrai dire, si on me demande si je suis historien, je réponds oui, je suis historien, j'ai agrégé d'histoire, un débat d'histoire, mais les psychologues m'acceptent dans des revues internationales
de psychologie et de psychanalyse, comité de lecture de rang A. Et donc, mon approche suit celle des propagandistes, c'est-à-dire qu'elle est par définition transdisciplinaire. Il s'agit pour moi de m'approprier leur mode de pensée et de comprendre comment ils tirent profit des progrès des sciences et des technologies, toutes les sciences et toutes les technologies, pour atteindre leur but. Ça, c'est un premier point qui, pour moi, est très important parce que euh, toute approche strictement historique de ce sujet est vouée, de mon point de vue, à l'échec dans la mesure où ça ne permet pas d'appréhender toute la dimension de la propagande. Juste un exemple. Les propagandistes russes, depuis au moins les années 1990, ceux du renseignement militaire russe, le GRU, ont une conception de leurs opérations d'information qui repose sur une analogie avec les virus. C'est-à-dire qu'ils conçoivent leurs opérations d'information comme des virus informationnels. Et ils conçoivent le système informationnel comme l'analogie d'un système humain, en s'appuyant notamment sur les travaux du mathématicien Norbert Wiener, mathématicien américain, qui est une base fondamentale de leur approche de la propagande. Donc il faut lire Norbert Wiener, j'ai lu Norbert Wiener, pour comprendre comment opèrent les Russes. Il faut lire les sciences naturelles, il faut se pencher sur la propagation des virus si l'on veut analyser la propagation de l'information dans un système tel que le conçoivent les Russes. Le deuxième point, c'est que j'ai dû basculer très largement vers une bibliographie anglo-saxonne. Lorsque j'ai publié Propagande en 2019, les 2 tiers de mes sources étaient en langue française. Et dans ce dernier livre, 75% de mes sources sont en langue anglaise. Pourquoi? Parce que les travaux sur ces questions sont extrêmement nombreux dans les pays anglo-saxons et relativement rares dans notre pays. Cela tient à de multiples facteurs, mais l'un des facteurs essentiels est le fait que ces sciences de l'art de la persuasion et de la manipulation ont une histoire très ancienne, par exemple aux États-Unis ou au Royaume-Uni. La propagande est un objet d'étude universitaire aux États-Unis depuis les années 1930, avec Harold Laswell. Il y a des écoles de pensée, il y a une historiographie, il y a des bibliographies considérables. Et puis, il y a une autre raison fondamentale qui est que, comme ce dont je traite intéresse au plus haut point les armées, intéresse au plus haut point les gouvernements, intéresse au plus haut point les grandes entreprises, il y a des sommes considérables qui sont investies dans des centres de recherche et dans des think tanks un peu partout dans le monde. Et pour finir de répondre à votre question, je ne travaille que sur des sources ouvertes, disponibles, accessibles, mais ma chance et mon malheur, c'est que ces sources sont absolument pléthoriques, en raison de ce que je viens de dire, en raison aussi et enfin du fait que la guerre de l'information repose aussi sur l'art de dévoiler des documents secrets. Et c'est le cas depuis les révélations de Snowden en 2013, et c'est quelque chose qui s'est considérablement amplifié ces derniers temps, en particulier depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On a une somme considérable de documents qui a été divulguée de part et d'autre, ce qui conduit à un paradoxe qui est que pour l'historien, il est beaucoup plus facile aujourd'hui d'étudier le très très contemporain. J'ai le compte-rendu d'une réunion secrète qui s'est tenue en janvier 2016 au Kremlin autour de Vladimir Poutine pour décider du soutien à apporter à Donald Trump. Beaucoup plus facile donc de traiter de cette période très récente que d'une période plus ancienne. Beaucoup plus facile de traiter de la guerre de l'information en dehors des frontières de la France qu'en France. J'ai été archiviste, j'ai notamment été archiviste à ce qui était le service historique de l'armée de terre dans le cadre de mon service militaire. J'ai procédé au récolement de l'ensemble des archives. Je travaillais au service réception et classement des archives, donc j'ai eu des archives extrêmement contemporaines, extrêmement récentes sous les yeux. Je peux vous dire, sans trahir de secret qui me vaudrait la prison, que la tradition en matière de traitement des archives par l'armée est une tradition de communication au compte-gouttes. Et
Beaucoup des archives que j'ai eues sous les yeux ne seront pas consultables par nos arrière-petits-enfants, très probablement. Alors que dans le monde anglo-saxon, il n'y a pas cette tradition du secret, cette tradition du contrôle de l'information à ce niveau-là, et on peut accéder à des archives déclassifiées, alors qui sont caviardées, bien évidemment. Vous avez des choses qui sont caviardées lorsqu'elles peuvent gêner des sources, mettre en danger des gens, mais ce qui n'est pas caviardé vous permet quand même d'avoir une bonne idée de ce dont il est question. Et donc, ces sources anglo-saxonnes sont très importantes. Et puis enfin, j'ajoute une chose qui est que l'intelligence artificielle n'a pas que du mauvais, elle a du bon lorsqu'elle permet de traduire, comme je l'ai fait, plusieurs ouvrages russes. Pas une traduction parfaite, bien évidemment, mais avec la possibilité d'en saisir le sens. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose de tout à fait nouveau de pouvoir enfin lire du russe. Alors justement, ma prochaine question était sur ce sujet de l'intelligence artificielle. Dans votre ouvrage, ce n'est pas forcément un axe très structurant parce que sans doute que c'est encore frais, mais on sent bien en vous disant que c'est encore un nouveau monde qui s'ouvre et sans doute pas un monde meilleur. Est-ce que vous pourriez préciser en quoi l'intelligence artificielle va encore bouleverser cette guerre de l'information, sachant que j'emploie un futur proche, mais que c'est déjà en marche. C'est déjà en marche. En fait, les premières réflexions théoriques très abouties aux États-Unis sur ces questions datent de 2017. Et depuis 2017, on a vu les progrès assez considérables de la machine et des possibilités non seulement de génération de contenu, mais également de traitement massif de l'information, ce qui est aussi quelque chose de fondamental qui est souvent négligé dans l'IA, et également des outils de détection automatisée de failles, notamment de failles des systèmes d'information, de failles des logiciels, de failles zéro day qui jusque-là étaient en quelque sorte l'apanage des services de renseignement et de leurs prestataires privés et qui devient quelque chose de plus en plus facile à identifier et à obtenir. Alors pour répondre concrètement à la question, la première conséquence, celle qui a été prévue dès 2017, c'est la diffusion massive de contenus faux, de plus en plus difficilement détectables comme tels. Et on a commencé à en voir les prémices en février 2016, 2022, pardon, avec la génération automatisée de part et d'autre, hein, même si je n'ai pas encore identifié l'origine exacte côté occidental, si c'est la NSA ou si c'est les services ukrainiens ou si c'est un autre acteur. En tout cas, il y a eu création massive de faux comptes, faux profils, fausses images, notamment des images de charmantes combattantes ukrainiennes maquillées et armées. Euh, Ça, c'est un point essentiel, c'est la création massive de faux comptes, la création massive de faux contenus, la diffusion massive et l'amplification massive de ces contenus. J'allais juste, Ceci, oui, excusez-moi, j'allais juste vous interrompre par rapport à la notion de massif. Est-ce qu'on peut quantifier? oui, bien sûr. C'est ça qui est génial avec la guerre de l'information. C'est que on a maintenant, avec toutes les sociétés qui sont spécialisées dans cette analyse quantitative, on a des données quantitatives. On a aussi, moi ce que j'adore, des expériences randomisées contrôlées qui permettent d'étayer son propos lorsqu'on affirme quelque chose quant à l'efficacité de telle ou telle technique. Et en l'occurrence, ce que révèlent les rapports les plus récents, je vais vous donner un exemple. Une opération probablement chinoise qui est intervenue il y a quelques semaines, qui a consisté à la création de 17 comptes sur TikTok. Ces 17 comptes sur TikTok, c'est pas beaucoup 17, hein, 17 comptes sur TikTok ont généré 5000 vidéos avec un audio généré par l'intelligence artificielle. 5000. Ces 5000 vidéos ont été vues par 336 millions de personnes et ont généré 14 millions de likes en l'espace de quelques semaines. Si on rapporte ça à ce que l'on a connu en 2016 et notamment à l'activité du GRU qui est elle-même très quantifiée. On a toutes les données, et j'en cite quelques-unes dans le livre. On a toutes les données quantifiées de ce qui a été fait, à la fois le nombre de vidéos et le nombre de vues et le nombre de likes des vidéos. En quelques semaines à peine, cet acteur, probablement chinois, a eu un impact équivalent à des mois de travail
d'un acteur russe au printemps 2016. C'est vous dire l'accélération de ce processus. Ce qui a été prédit depuis très longtemps, c'est le phénomène d'inversion. Logiquement, le vrai prédomine sur le faux dans notre espace informationnel. Parce qu'il y a des filtres, il y a Wikipédia, il y a des journalistes, il y a les contenus des médias, il est filtré, il est en partie vérifié, donc il y a une forme de fiabilité de l'information factuelle. Ce qui est prévu depuis longtemps, c'est que l'information factuelle authentique, vérifiable, euh, euh, est appelée à être submergée par l'information inexacte. Et elle est appelée à l'être parce que c'est précisément dans l'intérêt d'un certain nombre d'acteurs de submerger notre espace informationnel de faux. J'en donnais ce matin un exemple à mes étudiants avec un cas que je cite tout le temps, qui est le cas de cette étude réalisée en 2021 sur les contenus climato-sceptiques sur Facebook. 69% du contenu climato-sceptique sur Facebook émanait de 10 comptes Facebook. Ce sont des super spreaders. Ce sont des comptes qui ont la faculté de générer un contenu fortement amplifié. En l'espèce, le premier, c'était le Breitbart de Steve Bannon. On retrouve des think tanks financés par Exxon. On retrouve également les médias d'État russes et tous recourent aux mêmes logiques, c'est-à-dire des logiques publicitaires avec des investissements massifs pour que leur contenu climato-sceptique touche du monde, mais aussi des logiques d'amplification artificielle par des trolls et des botnets, c'est-à-dire des réseaux automatisés de diffusion de contenu, sachant que c'est là le génie absolu de ces gens-là. Ça leur a rapporté 5 millions de dollars de bénéfices publicitaires via Google, qui se sont partagés entre les 10. La désinformation génère des revenus considérables, à la fois pour ceux qui la diffusent, mais également pour la plateforme, qui en est le théâtre. Il y a une hypocrisie fondamentale des plateformes en matière de lutte contre la désinformation. Je vous en donne une illustration parfaite. Vous entendez dire que telle ou telle plateforme supprime 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 comptes. OK, très bien. Au titre de leur désinformation, de la violence du contenu, c'est en violation avec les règles. Très bien, fort bien, super, génial. On lutte contre la désinformation. Mais les plateformes en question ne bloquent pas les cartes bancaires qui ont servi à générer ces faux comptes. Donc, la personne qui a généré les faux comptes peut utiliser la même carte bancaire pour générer de nouveaux faux comptes et nouveaux contenus. Je parle d'hypocrisie parce que vous comprenez bien que le but ultime, que ce soit pour Meta ou que ce soit pour d'autres acteurs, est de récupérer l'argent et de récupérer aussi les numéros de carte bancaire, au passage, à toute fin utile. Donc, on est en présence d'une amplification considérable du contenu qui est à la fois mécanique par les systèmes algorithmiques des plateformes qui encouragent le faux parce qu'il est plus viral et rapporte plus d'argent aux plateformes, par les dispositifs publicitaires et par les dispositifs de trolling qui, dès lors qu'ils sont automatisés et boostés à l'IA, démultiplient la quantité de désinformation. Aujourd'hui, toutes les constatations empiriques qui ont été faites depuis le 7 octobre vont dans le même sens. On n'a jamais vu un tel degré de désinformation en termes de quantité et d'efficacité, de difficulté de distinguer le vrai du faux, sur une plateforme comme X Twitter, qui n'a aucun élément de modération crédible, ni valide, qui, par exemple, en matière de climato-scepticisme, ne sait pas ce que c'est, donc ne traite pas la question du climato-scepticisme ou du climato-dénialisme, et cela sert les intérêts de quiconque veut affaiblir l'espace informationnel. Vous savez, je cite tout le temps en ce moment L'étrange défaite de Marc Bloch. Et devant vous, chers collègues historiens et géographes, je vais le faire à nouveau si je retrouve cette citation de l'étrange défaite. Non, je ne la retrouve pas, mais de mémoire. Il dit dans l'étrange défaite, il écrit dans l'étrange défaite, qu'avons-nous fait pour donner au peuple français l'information dont il avait besoin? Ces informations, je crois qu'il écrit fiables, exactes, quelque chose comme ça, sans lesquelles aucune décision rationnelle n'est possible.
Sans information factuelle fiable, personne ne peut prendre des décisions rationnelles, ne peut prendre la bonne décision. Qu'il s'agisse d'un militaire face à une invasion, s'il est intoxiqué par de la désinformation, ou que ce soit vous et moi. Euh, Ma belle-mère a reçu récemment un SMS dont l'auteur se faisait passer pour mon épouse et lui demandant de virer de l'argent. Elle allait le faire. Elle allait le faire. Nous sommes en présence d'une fragilisation considérable de notre bien le plus cher, à nous, démocratie, c'est l'information de qualité. La menace est considérable. Désolé, c'est très anxiogène, hein. Effectivement. Euh, euh, Ça, dans les menaces que vous citiez au départ, on est dans la partie donc, génération de contenu, la première menace, donc la génération de contenu de masse Ouais, et de contenu faux. Concernant ce que vous avez dit à la fin sur la détection de failles, ouais. ce point-là, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pourriez Alors, préciser de quoi il oui. s'agit? En fait, on a eu parmi les documents qui ont été révélés ces derniers mois, il y a moins de 6 mois, les documents de la société Vulcan. C'est une société dont on ignorait tout, et c'est une société qui est prestataire de services des 3 grands services de renseignement russes, que sont le FSB, le SVR et le GRU. Donc elle a pour contrat ces 3-là, et personne d'autre. Et c'est une société qui recourt à l'intelligence artificielle pour détecter automatiquement les failles dans les logiciels occidentaux. La faille de sécurité, que bien évidemment l'auteur du logiciel ne connaît pas, que personne ne connaît, et qu'ils peuvent exploiter aussi longtemps que personne ne la connaît. C'est ce qu'on appelle des failles zéro day. La faille zéro day, c'est ce qui est le plus recherché par les hackers, parce qu'elle permet de faire tout ce que vous voulez avec l'application ou le logiciel en question. Et la détection automatisée démultiplie les capacités, les possibilités d'exploiter ces failles. Ce à quoi nous sommes aujourd'hui confrontés dans la guerre cybernétique de l'information, c'est une offensive majeure de la part de la Russie, mais plus encore de la part de la Chine, pour fragiliser tous les systèmes d'information, pour capter toutes les données possibles, pour perturber les systèmes d'information occidentaux dans la perspective qui est celle de la Russie et de la Chine, qui est celle d'un affrontement avec leur ennemi principal, les États-Unis, et accessoirement de fragilisation de la société américaine dans l'espoir qu'elle bascule vers un type de régime qui leur serait plus favorable. Vous imaginez bien de ce dont je parle, c'est un régime autocratique qui aurait un Donald Trump pour président. D'accord. Concernant la France, concernant notre pays, dans le livre, hein, vous décrivez notre pays comme très en retard, alors qu'il y a un pays qui essaie de rattraper son retard, mais en tout cas un pays qui a pris le train en marche avec beaucoup de délais. Et précédemment, vous nous disiez que la France, enfin la bibliographie pardon, française sur votre thème d'étude, et finalement, elle était assez courte pour différentes raisons hein, par rapport à la bibliographie anglo-saxonne. Comment est-ce que vous expliquez ce retard français et que pensez-vous des mesures de rattrapage qui ont été mises en place ces dernières années? Alors, le retard n'est pas que français. Le retard est occidental parce que nous avons considéré que la guerre froide, ça équivalait à la fin des régimes autoritaires. Il y avait ceux qui s'étaient effondrés et puis ceux qui étaient destinés à s'effondrer. Et nous avons été convaincus par un certain nombre de nos interlocuteurs, notamment par la Chine, que en commerçant avec eux, en signant des accords d'échange scientifiques ou universitaires, en signant des accords économiques, nous allions contribuer à notre propre prospérité, à notre propre sécurité, en même temps qu'à une transition démocratique. Il y a un livre absolument fascinant qui vient d'être publié, enfin traduit en français, qui est le livre d'Alex Joske sur le ministère de la Sûreté d'État chinois. Le ministère de la Sûreté d'État a, depuis sa création en 1983, pour objectif principal d'encadrer les échanges des Occidentaux avec la Chine pour infiltrer l'Occident et agir sur la perception que l'Occident a des intentions de la Chine, pour persuader l'Occident qu'il n'y a rien à craindre en échangeant avec la Chine, que la Chine va évoluer, va contribuer à la paix mondiale, ne représente une menace pour personne. Et il en va de même pour les services russes.
Vous savez, ce qui est absolument fascinant aujourd'hui, avec notamment l'ouvrage qui vient de paraître aussi, Spies, de Calder Walton, qui retrace un siècle de guerre du renseignement entre les États-Unis, l'Angleterre et puis la Russie, c'est que il constate ce que d'autres auteurs ont constaté, des auteurs anglo-saxons, que jamais le KGB n'a été plus actif que sous Gorbatchev. Précisément parce qu'on a cessé de se méfier. Et Gorbatchev était quelqu'un qui était très apprécié en Occident. On était persuadé que c'était le signe d'une ouverture au monde. Et à chaque fois qu'il y a eu une pacification de nos relations avec ces États en ont profité pour pénétrer en profondeur nos sociétés, pour constituer des relais d'influence, pour encourager l'autocensure, y compris dans les milieux universitaires, avec l'envoi massif d'étudiants en échange, certains payant des frais de scolarité très élevés dans certains établissements que je ne citerai pas par pudeur, encourageant la création d'instituts Confucius, arrosant de financement des établissements universitaires paupérisés et conduisant de facto à une forme d'autocensure de la part de certains centres de recherche désormais dépendants des financements chinois, des financements russes ou des financements qataris ou d'autres. Bon. De sorte que nous avons été confrontés à une forme, non pas tant de naïveté, que de volonté de croire ce que l'on nous donnait à voir. Et ce, dans un contexte qui était celui du terrorisme global à partir de 2001, qui a conduit tous les services de renseignement à baisser la garde à l'égard non seulement de Parler la sur autre Russie, chose. de la Chine, et concentrer toute leur attention sur les États les plus menaçants. Aujourd'hui, les États-Unis savent beaucoup plus facilement ce qui se passe en Iran que ce qui se passe dans la bande de Gaza ou ce qui se passe en Russie, étonnamment. Donc, les États-Unis ont pris conscience en 2014 de la réalité de la menace, en l'occurrence de la menace russe. Ils avaient pris un peu plus tôt conscience de la menace djihadiste et terroriste. La France a pris conscience de la menace de la propagande djihadiste en 2011 et s'est dotée au sein de son armée d'une task force qui est devenue le cybercommande, enfin notre commandement cyber en 2017, le ComCyber. La France a pris conscience de la menace russe et de la volonté d'ingérence et de déstabilisation russe à l'occasion des Macron Leaks en avril 2017. La France a réagi en adoptant en 2018 la loi sur les manipulations de l'information en période électorale et en créant le service Viginum en 2021, notre service de détection, d'identification et de caractérisation de la menace cyber. Et la France a pris conscience de la menace diplomatique en termes d'ingérence diplomatique à l'occasion de l'assassinat de notre collègue Samuel Paty, lorsque cet assassinat a été exploité à des fins de déstabilisation par certains États étrangers, la Turquie pour ne pas la citer. Et ça a conduit à la création d'une task force au sein du ministère des Affaires étrangères, qui est devenue récemment une sous-direction au sein du ministère chargée de la veille et de la riposte face aux manipulations d'informations, qui est une équipe d'une dizaine de personnes actuellement. Et ce qui me paraît tout à fait symptomatique de la difficulté que nous avons face à ces questions, c'est que nous avons d'un côté développé une armée cyber considérable avec des milliers de cybersoldats français, mais les équipes en charge de contrer les ingérences dans le champ civil tiennent dans une toute petite salle, dans un tout petit amphi de Sciences Po. Ils sont très peu nombreux, très peu dotés, et on est très peu à la hauteur de la menace telle qu'elle se présente, dans la mesure où, du point de vue des adversaires que j'ai cités, cette menace est une menace globale, c'est-à-dire que tous les moyens de l'État, tous les moyens subordonnés à l'État d'une manière ou d'une autre, notamment les moyens économiques, sont mis au service de la guerre de l'information. C'est quelque chose qui est absolument fascinant. On parle de l'instrumentalisation de l'énergie par la Russie. Dès les années 20, la Russie instrumentalisait ses ressources pétrolières, les services russes qui venaient d'être créés à des fins de déstabilisation de l'étranger. La Russie a depuis toujours subordonné sa diplomatie publique à ses impératifs stratégiques. La Russie, avant de mener des opérations avec des fermes de trolls, diffuse quotidiennement sa désinformation par des communiqués de presse qui sont mécaniquement repris par l'AFP ou par AP ou d'autres, et qui mécaniquement se retrouvent dans la chaîne alimentaire de l'information française, puisque vous savez, comme moi, depuis les travaux de Julia Cagé,
que 64% au moins de la production journalistique émane de communiqués de presse qui sont simplement soit rediffusés, soit retravaillés automatiquement ou humainement par des journalistes qui font rapidement du plagiat et ajoutent quelques lignes. Autrement dit, la chaîne de production de l'information est systématiquement dévoyée, de même que tout ce qui caractérise une société ouverte. Nous apprécions, nous valorisons bien évidemment la liberté d'expression, d'opinion, la pluralité des points de vue est exploitée. Quand je suis allé sur la chaîne CNews, présenter mon livre, invité par Tadei, c'était en direct, donc je suis allé, et que on me met dans les pattes un agent d'influence russe au bout de 2 minutes, à la fin de l'émission, je fais observer que je trouve pas ça tout à fait fair de m'avoir mis cet agent d'influence russe en duplex depuis l'étranger dans les pattes qui venaient m'opposer des auteurs conspirationnistes pro-russes. Et la réponse qui m'a été apportée, c'est mais oui, mais c'est 2 points de vue. Il y a votre point de vue à vous, l'historien, et il y a le point de vue russe. Et donc, il est normal de présenter les 2 points de vue. Et force est de constater que sur certaines chaînes, dont celle que je viens de citer, le point de vue russe est particulièrement surreprésenté. Mm. Je Pardon me pour rends cette compte réponse très longue. aucun problème, rassurez-vous. Je me rends compte en vous écoutant qu'il y a un acteur dont on n'a absolument pas parlé jusqu'à présent, c'est l'Union européenne, qui du reste n'est pas non plus forcément très abordée dans votre ouvrage. Que peut l'Union européenne sur ce genre de questions? L'Union européenne s'est dotée d'outils de détection de la menace et d'outils permettant une éducation sur la menace. Ce sont des outils malheureusement qui sont souvent trop peu connus, qui sont utilisés essentiellement par des experts, dont je me sers comme d'autres, et qui ne sont pas suffisamment relayés dans les États membres, notamment par les exécutifs ou les médias. L'Union européenne a entrepris également depuis assez longtemps de lutter contre les manipulations de l'information en essayant d'encourager la bonne conduite des acteurs numériques. Ça s'est traduit en 2018 par la signature d'un partenariat dans lequel les acteurs numériques en question, essentiellement anglo-saxons, s'engageaient à lutter contre la désinformation. Et la Commission européenne a fait le bilan cet été de l'échec de cette approche par l'autorégulation. Vous ne pouvez pas obtenir une autorégulation en matière de désinformation de la part d'acteurs qui ont pour modèle économique le micro-ciblage publicitaire et la diffusion massive de contenu viral, nécessairement des informateurs. Donc, c'est comme demander à un enfant dans un magasin de bonbons de ne pas manger de bonbons et de le laisser seul pendant 2 heures. Il peut vous promettre qu'il ne mangera pas de bonbons, mais la probabilité pour qu'il ne mange pas de bonbons pendant 2 heures est extraordinairement faible. L'Union européenne a mis en œuvre également le DSA, et ce DSA s'est révélé à ce jour particulièrement inefficace. La seule mesure concrète, ça a été le fait que TikTok a fait acte de bonne volonté en supprimant quelques milliers de comptes. Mais à ma connaissance, les comptes supprimés ont presque aussitôt été recréés sous d'autres formes. Mm. Et la désinformation caractérise assez largement l'information qui circule sur TikTok. La difficulté que nous avons avec le DSA, c'est que la sanction, le mode de sanction envisagé, c'est exclusivement une sanction pécuniaire, une amende. Or, aussi longtemps que le montant de l'amende payée restera inférieur au montant du bénéfice généré par l'infraction, un acteur économiquement rationnel considérera qu'il a tout intérêt à violer la loi européenne. Qu'est-ce qu'il risque, cet acteur, en violant cette loi européenne? On l'a vu à maintes reprises, avec des amendes qui nous paraissent absolument démesurées, mais qui, rapportées au chiffre d'affaires des outils publicitaires de ces plateformes, restent très, 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 très faibles. Donc il y a un constat d'échec de la politique de l'Union européenne, et puis je ne peux pas faire abstraction du fait qu'un certain nombre de pays européens sont désormais peu coopératifs en matière de lutte contre la désinformation, dès lors que leur pouvoir exécutif se fait le relais à l'échelle la plus élevée de la propagande pro-russe. En effet.
Nous arrivons au terme du temps que j'avais réservé à notre échange. J'aimerais qu'on termine sur un point d'actualité qui est lié au conflit israélo-palestinien. On en a déjà parlé un petit peu dans notre échange. Il se trouve que bon, nous sommes enseignants. L'assistance est quand même en grande partie composée d'enseignants. Quels moyens de vigilance, de précaution pouvons-nous leur signaler, sachant que ces 10 moyens seront aussi très utiles pour nous tout court, nous qui ne sommes pas des spécialistes forcément des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. Alors, euh, vous connaissez l'expérience célèbre du marshmallow. Vous mettez un enfant devant un marshmallow et vous lui demandez d'attendre que vous partez, vous lui demandez d'attendre que vous reveniez, et puis s'il a attendu que vous reveniez sans manger le marshmallow, vous lui donnez un deuxième marshmallow. Et la plupart des enfants mangent le premier marshmallow. Notre façon à nous de manger le marshmallow face à la désinformation dont nous sommes la cible, c'est de céder à des contenus émotionnels. Nous sommes constamment confrontés à des contenus qui génèrent des émotions en nous, qu'il s'agisse d'émotions positives ou qu'il s'agisse d'émotions négatives. Et nous sommes tentés face à ces émotions de réagir, soit par le partage de contenu, soit par la manifestation d'une joie ou d'une colère, parfois la manifestation d'une haine, soit par un acte dans la vie réelle. Et en fait, il suffit de savoir que toute propagande à l'ère numérique repose précisément sur cette exploitation de nos émotions. De sorte que la seule attitude, à mon avis, qui peut nous préserver individuellement et collectivement, c'est l'effort du marshmallow, c'est-à-dire face à un contenu émotionnel, ne pas réagir. Ne pas réagir. C'est très difficile de ne pas réagir. Il était très difficile pour les médias occidentaux de ne pas manger le marshmallow du Hamas le 17 octobre avec ce communiqué du ministère de la Santé qui annonçait une frappe israélienne et 500 morts. Beaucoup de gens favorables à la cause palestinienne étaient d'emblée convaincus qu'Israël ne pouvait être qu'à l'origine de cette frappe et que cette frappe ne pouvait qu'avoir commis 500, parfois 1000 morts. C'est le marshmallow. Alors que rares ont été les journalistes, j'en connais un, que j'ai eu au téléphone ce soir-là. On échangeait parce qu'on échangeait entre nous. On ne voulait pas communiquer sur les médias sociaux. Il me disait, t'en penses quoi? Je dis, j'en pense que j'attends. Et il me répond, moi aussi, j'attends que l'équipe de fact-checker vidéo du Monde et l'équipe de fact-checker du New York Times fassent leur travail. C'est-à-dire que lui a attendu une dizaine de jours avant de réagir. Moi, j'ai attendu un peu moins, j'ai mangé le marshmallow un peu plus tôt que lui. Mais en l'occurrence, le bon réflexe face à tout contenu émotionnel, c'est de fermer l'écran. Il y a un autre danger qui est de considérer par essence un média comme étant un média de qualité ou par essence un média comme étant un média qui ne l'est pas. Parce qu'un média désinformateur peut rapporter des faits authentiques, sachant que souvent c'est l'interprétation des faits qui peut être manipulatoire, tandis qu'un média a priori de confiance peut rapporter des faits faux, soit par mauvais journalisme, soit par biais du journaliste ou du rédacteur en chef. Et je lis quotidiennement le journal Le Monde depuis le 10 novembre 1989. Je puis témoigner qu'à maintes reprises, le journal Le Monde, même s'il est de mon point de vue un bon journal, a rapporté des faits inexacts, manipulateurs, trompeurs, parce qu'à maintes reprises, il a pu être manipulé tantôt par le gouvernement, tantôt par des acteurs privés, tantôt par des acteurs étatiques malveillants. De sorte que on ne doit pas revenir au Moyen Âge, où avant Lorenzo Valla, l'authenticité, l'exactitude d'un fait était tributaire de celui ou celle qui énonçait ce fait. Si le pape dit que Constantin m'a légué l'Empire, le pape dit vrai. Si le texte est authentique, ce qui est dans le texte est vrai. Quand Lorenzo Valla a considéré qu'il fallait aller au-delà de la critique externe, et il ne s'est pas contenté de dire que le texte était apocryphe, mais il en a démontré la fausseté, c'est-à-dire qu'il a procédé à la critique interne à laquelle nous, historiens et géographes, sommes par nature attachés. Nous devons attribuer, enfin, nous devons
encourager euh, une forme de distance par rapport à l'information immédiate, par rapport à l'information quotidienne, qui est source de mauvaise interprétation des faits, source d'erreurs, source parfois d'incompréhension de la réalité. Il faut accepter de ne pas savoir. Il faut accepter d'attendre. Il faut accepter qu'il faille du temps avant d'établir les faits. Voilà. Pardon, je vous réponds Mm, encore très longuement, mais c'est une question très compliquée, d'autant plus compliquée que vos élèves, nos élèves, euh, accèdent à l'information par des prismes algorithmiques. Même quand c'est une information médiatique, c'est le prisme de leur application, de Twitter, de Facebook, ou plus encore Snap ou TikTok. Nos élèves, plus que les générations précédentes, sont confrontés constamment à des images perturbantes, violentes. Ils sont confrontés au quotidien au harcèlement numérique, soit parce que d'autres en sont victimes sous leurs yeux, soit parce qu'eux-mêmes en sont victimes. Plus que d'autres, ils sont soumis à ce sentiment très désagréable d'être submergés par une information qui les dépasse. Et puis enfin, ils ont le sentiment qui n'est pas tout à fait infondé de grandir dans une époque qui est particulièrement anxiogène. Et ce qui leur manque, le plus souvent, c'est les repères, les points fixes que nous avions, parce que nous pouvions faire confiance dans le travail des journalistes, des éditeurs, des scientifiques pour l'essentiel. Ils n'ont plus ces repères parce qu'ils sont exposés en direct à des contenus manipulatoires ou manipulateurs ou désinformateurs. Et nous devons les encourager à la prise de distance. Moi, j'encourage mes élèves à fermer leur téléphone, à renoncer à la lecture de la presse quotidienne momentanément pour lire des livres, prendre de la distance. très bien. Merci beaucoup, David Collomb, pour cet Merci échange. Déborah. Je vais maintenant vous passer le relais, cher public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi lever la main. Je ne sais pas si vous connaissez cette fonction pour que je rallume votre micro si vous préférez parler plutôt qu'écrire. Je vois des noms connus de moi que je salue. Ah, très bien. Alors, j'ai un pouce et c'est Jean-Luc Carl. Donc, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, On t'entend très bien. Ok, très bien. Alors moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre. merci. Franchement, il est d'enfer, hein. Moi, je trouvais que c'est à la fois c'est passionnant, c'est très documenté et en même temps, il y a un côté un peu anxiogène, mais très intéressant. Alors, la question, c'est page 308 sur la militarisation de la triade sombre, qui Oui, me paraît être le point le plus inquiétant. oui, Ce que nous, on appelle, alors je ne sais pas si c'est ça, ce qu'on appelle les idiots utiles qui passent à l'action et qui en fait ont été manipulés. Est-ce que je oui. me trompe? Alors, l'idiot utile, c'est une formule qui est prêtée à Lénine, mais qui est apocryphe, et qui désigne tous ceux qui, pour différentes motivations, d'ordre pécuniaire, idéologique ou par idiotie pure et simple, servent les intérêts d'une propagande étrangère. Là, en l'occurrence, c'est un autre type d'idiot utile euh, qui... Ce sont des gens qui ont été ciblés sur les réseaux sociaux par des dispositifs publicitaires en fonction de l'analyse prédictive de leur psychologie. Vous savez que les données Facebook, il y a 10 ans déjà, permettaient d'attribuer un certain nombre de caractéristiques personnelles sur la base de votre activité et de déterminer le type de personnalité à laquelle vous appartenez. Et ce qu'ont fait les équipes de Cambridge Analytica, c'est de militariser cette analyse prédictive de la personnalité pour cibler les individus les plus fragiles, c'est-à-dire qui relèvent de ce que les psychologues appellent depuis une vingtaine d'années la sombre triade, des gens qui sont à la fois, enfin, qui relèvent à la fois d'une personnalité psychopathique de type 1 ou 2. Type 1, c'est défaut d'empathie. Type 2, il peut vous égorger au coin de la rue. De type machiavélien et de type narcissique. Des personnalités qui sont peu nombreuses. Statistiquement, il n'y en a pas dans cette salle virtuelle. Peu de chance, très peu de chance. Mais à l'échelle
des milliards d'utilisateurs de Facebook ou de TikTok, c'est une armée. Ces types de personnalités ont deux caractéristiques intéressantes pour les propagandistes. Ils sont davantage enclins que les autres à croire aux théories du complot, et ils sont davantage enclins que le reste de la population à s'engager dans des actions violentes. De sorte que l'équipe de Steve Bannon à Cambridge Analytica les ciblait pour l'armée de trolls de Trump, pour amplifier le trolling, pour trouver des gens qui n'avaient pas peur de harceler des gens, de les insulter, pour les conduire à quitter les médias sociaux. Et les Russes, c'est ce que je raconte dans le livre, ont eu connaissance très tôt de l'activité de Cambridge Analytica, c'est-à-dire dès le début de l'année 2014, et les services russes se sont mis en ordre de bataille pour obtenir cette technologie, qui pour eux était cruciale parce qu'ils considèrent depuis longtemps que la Russie est victime d'une opération de guerre psychologique de la part des États-Unis, et que les États-Unis veulent répandre un psychovirus pour fragiliser la psychologie des Russes et les encourager à s'éloigner du régime. De sorte que le FSB, le GRU ont mis tous les moyens nécessaires pour récupérer cette technologie. L'un des moyens a été très simple, il consistait à recruter à Saint-Pétersbourg pour un programme de recherche l'ingénieur moldave qui a grandi en Russie, Alexander Kogan, qui était à l'origine de cette invention du ciblage psychologique de la sombre triade. Et ils ont reproduit l'expérience de Cambridge Analytica, ils l'ont même publié, parce que vous savez, les Russes aiment bien mettre une patte d'ours partout où ils passent. Ils ont publié leurs travaux dans une revue américaine en 2017, avant même que quiconque ait entendu parler de Cambridge Analytica, ils mettaient sous le nez le fait ils s'étaient accaparés cette technologie, et ils en ont eu selon mon hypothèse, ils y ont recouru dès 2016, et de façon plus systématique encore, à partir de 2017, pour générer un nouveau type de conspirationnisme tout à fait différent de celui que nous, historiens et géographes, connaissons. Nous connaissons le conspirationnisme qui est corrélé avec un type d'éducation, un type de croyance religieuse, un type de sociologie. Par exemple, si au XIXe siècle, vous êtes catholique ultramontain et vous appartenez à une famille légitimiste réactionnaire, vous avez une plus forte probabilité de croire dans le complot judéo-maçonnique à propos de la Révolution française que si vous êtes dans une famille jacobine. Ça, c'est clair. Bon. Vous avez plus de chances de croire que Ben Laden n'y est pour rien dans le 11 septembre si vous êtes un chiite que si vous êtes un sunnite. Et c'est dans les milieux chiites, iraniens, syriens, que les théories complotistes à propos du 11 septembre se sont répandues. Thierry Messant vit encore aujourd'hui à Damas, à ma connaissance. Mais ce que l'on a vu apparaître il y a quelques années à peine, et ce que les politistes américains ont commencé à quantifier, et c'est proprement effrayant, c'est l'apparition d'un nouveau type de complotisme, qui est totalement décorrélé de l'éducation, la formation, la croyance religieuse, les croyances politiques, et qui est corrélé en revanche exclusivement à cette fameuse triade sombre. C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais eu un mot plus haut que l'autre à table, aux discussions de famille. C'est pas l'oncle du Front National au coin de la table qui se met à dire que les vaccins sont le produit d'un complot mondial. C'est quelqu'un qui n'a pas d'engagement politique et qui part en vrille parce qu'à un moment donné, il a été exposé sur les médias sociaux à un contenu qui a été acheminé vers lui par des processus publicitaires tout simples pour le faire entrer dans un groupe où il fait l'objet d'un endoctrinement, il n'y a pas d'autre terme, et ça produit des effets très concrets. Vous prenez les insurgés du 6 janvier 2021 au Capitole, à Washington, D.C., vous avez parmi ceux qui sont entrés dans le Capitole une très forte proportion de militants QAnon, et parmi ces militants QAnon, une très forte proportion de gens qui ont des troubles psychiatriques, qu'ils ont le plus souvent démontré après. Parce que la force de ces outils prédictifs, c'est de prédire un type de personnalité que la personne en question ignore. Il n'a jamais présenté de symptômes. Pardon pour cette réponse, encore une fois très longue, mais c'est un chapitre qui a été très important, qui m'a demandé beaucoup de temps de travail pour
y arriver, et qui est un chapitre très important parce qu'on a tendance à considérer qu'il n'y a pas de lien entre ce que fait la Russie et ce qui se passe dans le mouvement de l'alt-right aux États-Unis. Alors que c'est tout le contraire, c'est-à-dire que, selon moi, il y a bien longtemps que les services de renseignement militaire russes ont infiltré, pénétré les milieux de l'alt-right aux États-Unis et les ont instrumentalisés. Il y a récemment, juste une anecdote, il y a un diplomate du Quai d'Orsay qui faisait part de son étonnement parce qu'il voyait des militants de l'alt-right faire de la désinformation en Afrique subsaharienne. Et non, pas subsaharienne, non, c'était au Mali, je crois. Et il ne comprenait pas pourquoi. Et je vais donner mon hypothèse qui est toute simple, qui est que les services de renseignement militaire russes, cherchant à récupérer les opérations de Prigogine, ont récupéré la plupart d'entre elles, mais pour d'autres avaient besoin de ressources en renfort. Ils ont fait appel à leurs amis de l'alt-right aux États-Unis parce qu'il y a des liens très étroits entre eux. Bref, je m'arrête là. C'était une excellente question. Je vous remercie de l'avoir posée. J'ai une autre question qui vient de Guillaume Poulain qui écrit, vous avez abordé la question du canal d'information du Hamas. Quel est ce canal d'information et quels sont les enjeux des États derrière ce canal? Alors, le canal d'information, alors, traditionnellement, le Hamas avait recours au téléphone portable. Et il a mis en échec Israël dans l'opération de Jenin en 2002, parce que Israël contrôlait très étroitement l'information, encadrait les journalistes, etc. Et le Hamas diffusait des vidéos prises par des téléphones portables sur Internet. Aujourd'hui, à ma connaissance, au début de l'offensive, le canal principal de diffusion des informations, enfin de l'information et des informations du Hamas, pas attribué par principe le caractère des informateurs, c'était les chaînes Telegram. Il y avait une chaîne Telegram du Hamas qui a été fermée, qui je crois a été réouverte, et qui servait de cristallisateur de l'ensemble de la communication des différentes entités du Hamas et de ses alliés dans le cyberespace. Suivant un modus operandi qui est désormais classique, qui est utilisé à grande échelle par la Russie depuis que les plateformes numériques occidentales ont fait la chasse aux trolls russes à partir de 2017, et qui fait vraiment de ces chaînes Telegram le creuset de l'information qui est ensuite relayée sur toutes les plateformes disponibles, qu'il s'agisse de YouTube, qu'il s'agisse de TikTok, qu'il s'agisse de Twitter, qu'il s'agisse d'Instagram. C'est pas propre au Hamas, c'est de plus en plus généralisé. L'intérêt de Telegram, c'est que c'est une chaîne cryptée qui, dans leur esprit, échappe au contrôle de la NSA, ce qui, à mon sens, n'est pas tout à fait garanti. Merci. J'ai une autre question qui nous vient de Véronique Battistel. Alors, je la pose. Ces flux mondiaux de communication malveillante, de propagande, de surveillance des échanges, de la menace de l'IA, n'invitent-ils pas à un renforcement des frontières et à une fermeture de l'Europe sur elle-même? De l'Europe, non. Euh, et certains peuvent le déplorer, parce que nous sommes le seul grand continent développé à ne pas avoir ses propres outils numériques. Euh, les États-Unis ont un écosystème numérique très développé, une technologie très avancée. La Russie a son écosystème numérique, la Chine a son écosystème numérique, l'Iran a un petit écosystème numérique, mais qui se développe, tandis que nous sommes la porte ouverte aux technologies étrangères, à bien des égards. Nous n'avons pas garanti la souveraineté de nos données, ce qui fait de nous des livres ouverts pour les propagandistes du monde entier. Vous ne pouvez pas utiliser une application sans cliquer, sans accepter les conditions générales d'utilisation, et parmi ces conditions générales d'utilisation, il y a quasi systématiquement la cession de vos métadonnées à des tiers. Ces tiers sont des data brokers qui ensuite revendent vos métadonnées à des fins d'exploitation publicitaire, de ciblage politique. En revanche, là où je vous donne raison, c'est dans le fait qu'on peut craindre une forme de balkanisation du web, à partir de ce que je vous disais, de la tentative actuellement menée par le Kremlin visant à permettre une fermeture hermétique du web russe. Ça n'a jamais encore été totalement mis en œuvre. Mais c'est un projet de long terme de Vladimir Poutine que de couper à un moment donné, en cas de guerre, éventuellement, le web russe, le RuNet, c'est-à-dire le web russophone,
du reste du monde. La Chine est en capacité, à ma connaissance, de le faire pratiquement. Il n'y a que les trackers des plateformes occidentales qui passent et qui peuvent collecter des données. Même si la NSA, je crois, a pénétré assez profondément les systèmes d'information chinois, et pas que la NSA. Euh, et puis, vous avez un risque de balkanisation du web à une autre échelle, lorsque les plateformes numériques se pensent elles-mêmes comme non pas des États, mais des empires indépendants des États, et comme des formes de pouvoir superposées aux formes traditionnelles de pouvoir, en considérant, comme l'avait fait le juriste Lessig, Laurence Lessig en 2000, que le code fait la loi, et que par conséquent, nos lois promulguées par nos pouvoirs exécutifs n'ont de valeur que faciale. Vous promulguez la loi, il faut ensuite rédiger les décrets d'application, les circulaires qui vont arriver jusqu'à nous, et il faut garantir les moyens de vérification que la loi a bien été respectée, des outils de sanction, etc. Tandis que lorsque vous modifiez 3 lignes de code à Palo Alto et vous créez le bouton j'aime, comme cela a été fait en 2009, vous changez à jamais la face du monde. Parce qu'il devient très difficile de revenir en arrière. Imaginons la suppression du bouton j'aime, j'imagine qu'il y aurait des manifestations de nos élèves. Merci David Colomb. J'ai une autre question de Samuel Boublil. Comment se préserver de la désinformation? Où et comment s'informer? Pourquoi déconseiller aux jeunes de lire des livres pour se détacher de l'actualité? Alors, moi, il Alors, me semble sur la dernière question que c'était l'inverse, ouais, que vous conseillez. je Oui, conseille de lire des livres. Je conseille même de lire des livres imprimés. Euh, Personnellement, je, je suis convaincu que l'une des explications principales de notre déclin français en matière de quotient intellectuel, euh, c'est le fait que l'éloignement de beaucoup de nos enfants de la lecture de textes imprimés a fragilisé leur capacité à développer un raisonnement abstrait qui est précisément celui que mesure le QI. Ils ne sont pas moins intelligents que les générations précédentes, mais ils sont différemment intelligents. Il faut revenir au livre, parce que lire un livre, c'est pas simplement prendre de la distance par rapport aux émotions de l'actualité et à la propagande. C'est pas seulement apprendre des faits, mais c'est aussi structurer sa pensée, doter cette formidable machine inductive qui est le cerveau humain de capacités d'abstraction et de mise en contexte. Donc il est très important de lire. Maintenant, pour répondre à votre question, ce pourquoi je plaide, alors j'ai rejoint les États généraux de l'information, j'ai déposé ma candidature en ligne, elle a été acceptée, j'en étais ravi, je suis dans le groupe sur la souveraineté et les ingérences, on débute notre travail en ce moment, on va faire des propositions d'ici le printemps. Je milite pour que nous proposions de façon positive et pas négative des espaces intègres en matière d'information. C'est-à-dire que je milite contre l'attitude qui a été celle jusque-là de nos pouvoirs, enfin de nos gouvernements successifs, qui a été de restreindre les libertés. Et en particulier pour ce qui nous concerne ici, liberté d'expression, liberté d'opinion, lorsqu'on délictualise ou criminalise une opinion, ou liberté d'informer lorsqu'on porte atteinte au travail des journalistes. Euh, Supprimer des contenus n'est pas, à mon sens, la façon la plus optimale de procéder. Ne serait-ce que pour donner l'exemple que je citais tout à l'heure des contenus climato-sceptiques, vous n'allez pas supprimer le compte de l'ambassade de Russie. Vous n'allez pas supprimer le compte de Breitbart. En revanche, inventer des réseaux sociaux intègres, qui à mon sens ne peuvent être que des réseaux sociaux de service public, à la bonne échelle, c'est-à-dire à l'échelle européenne, respectueux par design, par nature des lois européennes, puisque conçues sur l'espace européen, avec des serveurs en Europe, des données qui restent en Europe, sans dispositif de publicité, sans possibilité d'avoir des botnets ou des trolls, sans possibilité d'intégrer des contenus synthétiques boostés à l'intelligence artificielle, c'est le meilleur moyen, à mon sens, de respecter nos principes, d'appliquer les lois européennes, tout en garantissant une certaine sérénité de nos débats. Et je crois pour ma part que nous devrions
créer non pas un Netflix européen, comme nous y a invité notre président, mais créer l'équivalent européen d'un Twitter, et d'urgence, parce qu'on voit bien quel cloaque est devenu Twitter aujourd'hui. Nous avons besoin d'autre chose que d'un cloaque pour ce bien éminemment précieux qui est l'information. Une information qui doit être libre à l'égard des pouvoirs politiques et des pouvoirs économiques et des intérêts libres à l'égard de l'argent. Donc ça, c'est le premier point. Dans le numérique, il faut changer d'attitude complètement et faire ce que l'on a fait face à l'effet CNN dans les années 1990. Des États européens sont mis autour d'une table et se sont dit, bon ben, CNN risque de rafler la mise dans le domaine de l'information par satellite. Créons une chaîne d'information européenne par satellite dans plusieurs langues européennes. Et ça a été Euronews. On a créé Euronews. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas créer un réseau social européen sur fonds publics, éventuellement avec du financement privé sans contrepartie? C'est un point qui me paraît essentiel. Le second point, c'est l'intégrité des médias. Et là, le chantier est beaucoup plus vaste, le chantier est beaucoup plus miné, parce que se posent des questions de politique. Mais nous devons favoriser le journalisme de qualité, tel que conçu, par exemple, par le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, dans son excellent livre qu'il a publié il y a 2 ans, je crois. Un journalisme indépendant des pouvoirs, un journalisme qui est un journalisme qui sert l'intérêt général, et non pas l'intérêt d'un actionnaire ou l'intérêt des revenus publicitaires de son média, un journalisme de vérification, un journalisme qui garantisse l'application d'un certain nombre de règles déontologiques et éthiques, telles que garanties par la charte de Munich en 1971, ou garanties par ce que propose Christophe Deloire et RSF, c'est-à-dire une Journalism Trust Initiative, une initiative de confiance dans le journalisme qui repose sur une certification d'un journalisme de qualité. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un magasin et vous ne savez pas distinguer la malbouffe de la bouffe un peu moins pleine de pesticides, ben, vous vous fiez au label d'agriculture biologique. Un label d'information bio, si j'ose dire, serait la meilleure chose pour nous. Ça ne garantit pas que l'information est toujours parfaite dans ce média, mais ça garantit qu'elle est à minima respectueuse d'un certain nombre de règles déontologiques. On en a un besoin urgent. On a besoin d'un espace informationnel intègre parce que le reste de l'espace informationnel est très largement corrompu pour diverses raisons et conduit fondamentalement à une défiance de nos concitoyens à l'égard de l'information à laquelle ils accèdent. Et cette défiance est le moteur, elle est le carburant de ces opérations de subversion qui émanent de ces régimes autoritaires qui n'ont qu'un but, qui est de faire s'effondrer nos régimes démocratiques, et ce, à court terme. Il y a une cinquantaine d'élections générales l'année prochaine, en 2024. Parmi elles, il y a une élection à Taïwan, il y a une élection aux États-Unis, il y a les élections européennes. Il y a beaucoup d'élections absolument cruciales dans lesquelles l'ingérence russe ne sera plus la seule ingérence étrangère notable, puisque la Chine est très investie, par exemple, dans la réélection dans l'élection de Donald Trump. Merci beaucoup, David Collomb. Je pense avoir fait le tour des questions, hein. J'avais un commentaire, c'était davantage un commentaire, hein, d'Anna qui réagissait à ce qui venait d'être dit en disant, voilà, difficile quand on voit l'état de la presse aujourd'hui, inféodé à des grands groupes, hein. On a entendu parler tout à l'heure. Un autre commentaire de Jamila sur X, qui beaucoup trop de trolls. Je vois s'il y a un autre message. Ouais, bah, j'ai Véronique qui vous remercie et qui a hâte de lire le livre. Donc, votre livre. Vous me direz, Véronique, ce que vous en aurez pensé. Je fais un dernier tour. S'il y a une ultime question. Ah, j'ai Jean-Luc. Sont la partie sur les journalistes, c'est page 101 qui est vraiment sublime. Oui. C'est l'art de manipuler en secret Ah, Pardon, attends, on t'entend plus. on n'a pas entendu tout à fait. du livre. L'art de manipuler en secret les journalistes, c'est vraiment un régal, mais c'est, quand vous dites il est facile de manipuler la presse occidentale, les médias occidentaux sont assez facilement manipulables car ils rédigent souvent leurs articles à partir des communications Les pour ne communiqués de pas faire presse. de distinction quant à la nature et la fiabilité de leurs sources. Et tout ce que vous écrivez après,
pour nous qui passons notre temps à dire aux élèves qu'il faut qu'ils surveillent leurs sources, je peux vous dire que là, page 101 et suivante, ouf, là, J'ai j'ai c'est pris du beaucoup de détour. plaisir à écrire ce chapitre. Mes éditeurs me mettaient en garde parce que naturellement, ils avaient peur que les journalistes le prennent trop mal et dissuadent leurs lecteurs ou leurs auditeurs ou leurs téléspectateurs de lire le livre. Mais ça me paraissait très important parce que c'est le cœur en fait de la guerre de l'information. On s'imagine aujourd'hui beaucoup trop que la guerre de l'information repose essentiellement sur les trolls, sur la dimension numérique. En fait, il n'y a rien de plus efficace que l'instrumentalisation des journalistes. Un exemple que je donne dans le livre et qui est assez simple, c'est lorsque Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire et que le journal Sud-Ouest fait sa une sur le missile Satan 2 qui peut réduire la France à l'état de cendre nucléaire, Ouais, j'ai vu ça. de cendre radioactive. Mm. Alors que le missile Satan 2 n'était pas opérationnel. Mm. Le quotidien Sud-Ouest s'est fait le relais de la propagande du Kremlin qui visait précisément à encourager la peur d'une frappe nucléaire, euh, et tout simplement parce qu'il a voulu traiter ce qui lui apparaissait comme l'actualité. Mm. Et il y a des mesures toutes simples qu'on peut faire pour limiter ça. Je préconise par exemple que nos services qui ont connaissance des manipulations de l'information fassent état, si possible en temps réel auprès des journalistes, des opérations dont ils ont connaissance. Moi, je suis très régulièrement en contact avec des fact-checkers de grands médias, Le Monde, l'AFP, et je suis très surpris de voir ces fact-checkers vider l'océan à la cuillère en Mm. étant le plus souvent ignorant de ce que l'on sait par ailleurs, à savoir qu'il y a une stratégie, des lignes de conduite, des narratifs qui sont définis par le Kremlin et qu'on connaît et qu'on peut vérifier, dont on peut vérifier empiriquement l'utilisation et l'implémentation par les services de renseignement. Et on viderait moins l'océan à la cuillère si on se focalisait non pas tant sur la désinformation une par une, l'information fausse, mais sur la stratégie de désinformation. Une fois Mm. que vous avez dit que le Kremlin a décidé le 25 août de mettre l'accent sur une communication stratégique selon laquelle l'Occident a cessé de soutenir l'Ukraine et ne croit plus dans les chances de l'Ukraine, vous pouvez beaucoup plus facilement mettre de côté toutes les informations qui se rapportent à ce narratif, Mm. sans vider l'océan à la petite cuillère. Je vois des Ouais. journalistes qui sont au bout de leur vie. Les journalistes des desks Russie de certains médias sont littéralement en dépression Ouais. Moi, je parce suis qu'ils pas sûr. passent leur vie au contact de choses horribles, de désinformation, et puis il y en a toujours plus. Ouais. Ouais. Et alors, j'ai vu aussi, page 276, le chapitre qui est consacré à RT France, Russia Today, Mm. instrument de l'information. Et là, vous citez l'extrême droite, on a du Poignan, il y a Asselineau, tous les identitaires, qu'est-ce que j'ai vu d'autre donc toute une série d'acteurs. Et puis je vois apparaître page 278, Radio Courtoisie, Boulevard Voltaire, TV Liberté, Égalité et Réconciliation d'Alain Soral. Et donc ma question est la suivante. Est-ce que dans ce chapitre, on pourrait aussi parler de la nébuleuse Larman? Est-ce que ça vous parle? Probablement, oui, probablement. Mais vous savez, je voulais pas en faire un livre sur la France. J'ai consacré un chapitre à la France pour alerter sur ce qui m'apparaissait le plus crucial, c'est-à-dire notre retard dans la prise de conscience et notre défaut dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour faire face. Il ne s'agissait pas pour moi de faire ce que d'autres font très bien. Il y a Nicolas Quesnel qui vient de publier aujourd'hui même son livre Allô Paris, ici Moscou, qui est le fruit de 4 ans d'enquête dans le monde que vous venez de mentionner, dans l'univers de la désinformation pro-russe. Mhm. Ce travail est très bien fait par les journalistes. Moi, je m'attache beaucoup plus par goût et par conviction de l'intérêt de cette démarche à l'échelon le plus stratégique possible Mhm. pour que la menace soit identifiée à sa juste échelle. Des Mhm. idiots utiles, il y en aura toujours. Mm. Oui, oui, mais en Des tout cas, influenceurs achetés, il y en aura toujours. la Des stratégie est relayeront de la clairement désinformation, il y en aura toujours. Oui. Mais on Mhm. peut essayer de travailler à l'échelon du dessus. Mhm. Oui, le livre le fait bien, hein. Merci. Vraiment, c'est fabuleux, hein. C'est
Je pense notamment à la guerre médiatique, effectivement. Alors, vous avez parlé de la guerre mémétique, page 257. Ouais. Là, j'ai pas très bien pourquoi mémétique. C'est les memes, les memes. Les memes, c'est Richard Dawkins. Richard Dawkins était un scientifique qui se penchait sur le corps humain et la reproduction des cellules dans le corps humain. Et il a procédé par analogie entre ce processus de reproduction dans le corps humain et la reproduction de contenu informationnel simplifié, c'est-à-dire une image, un texte. Et le même, donc cette image souvent humoristique associée à un texte, souvent humoristique, a été militarisée par l'armée américaine dans les années 2000, mais l'a été par des officiers du renseignement militaire américain qui étaient proches de la Russie. Il y en a beaucoup, des officiers américains proches de la Russie. Il y en a beaucoup des officiers français proches de la Russie. Il y en a énormément qui sont proches de la Russie pour X raisons. Ils n'aiment pas les États-Unis, ou ils sont très catholiques, ou d'autres raisons. Et ces mêmes ont été militarisés, euh, après avoir été militarisés, ont été employés dans des campagnes dans l'espace civil. Et là, c'est Steve Bannon sur 4chan qui a utilisé ces images qui avaient le mérite de se propager extrêmement rapidement au service de la propagande de Trump. Et ce qui est, de mon point de vue, très intéressant, c'est que l'on a assisté en février 2022 à la réappropriation de la guerre mémétique par l'Ukraine contre la Russie. Vous vous souvenez de ces mèmes avec des photos de tracteurs ukrainiens qui tiraient des chars russes en panne ou abandonnés? Vous vous souvenez de ces images dans lesquelles les Ukrainiens se moquaient un peu de notre président français et de cette mise en scène élyséenne un peu trop excessive à leurs yeux? Ils ont inventé le verbe macroné. C'était l'usage de l'humour comme d'une arme et des images humoristiques comme un moyen de faire prévaloir un récit dans un espace informationnel. Et ça a remarquablement bien marché. Je crois que l'humour est une des meilleures armes en notre possession pour lutter contre la propagande de régimes autoritaires et lutter contre la désinformation. Merci David et merci Jean-Luc hein, pour tes questions. Alors, on est arrivé au terme de cette rencontre. On va tenir impeccablement le temps. Si vous avez des questions, je sais qu'il y en aura encore quelques-unes qui se sont ajoutées. N'hésitez pas à me les écrire sur le mail communication Clionote, hein, qui est le mail avec lequel vous avez reçu, par exemple, le lien Zoom pour cette conférence. Je les transmettrai à David Collomb. Je voulais également, David, hein, vous signaler que plusieurs lecteurs hein, étaient présents parmi nous et qu'ils vous transmettaient leurs félicitations hein, Ah ben merci, merci. pour cet ouvrage. J'ai par exemple ici ce message, hein, merci pour votre intervention, votre livre que je lis à petite dose tellement il est riche et effrayant à la fois. Voilà. Bon, Et je me reconnais un peu dans ce commentaire. Moi aussi, ça m'a effrayé. Bon, merci beaucoup, hein, David. merci à vous, merci infiniment. Et bonsoir à toutes et à tous. Bon courage. C'est une période difficile pour nous Oui, toutes et tous. c'est vrai. Et voilà. Bon courage Merci à pour toutes et votre à tous. présence. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Et merci, Déborah.